Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette première enquête à Big Apple. Alors Big Apple est une galerie associative fondée par Tilly Vossier, Rachel Magnan et moi-même Clément Hébert. Situé au Anderlecht, au 401 rue du Pommier, Big Apple est un lieu d'exposition dans une architecture foraine, un estaminet mobile. Depuis une trentaine d'années, l'estaminet ne bouge plus, il est fixé à son emplacement actuel dans le jardin du restaurant Inden Applebaum. Il y a un peu plus d'un an, nous avons entrepris sa rénovation tout en conservant l'ADN du lieu, des fresques peintes qui représentent des scènes de beuverie, de tavernes, de farces et de fêtes, des boiseries, des fenêtres ornementées, etc. Alors tant l'emplacement de Big Apple au milieu des champs et en dehors de la ville que sa forme, une cabane en bois, sont propices aux histoires d'épouvante et de faits divers croustillants. De la même manière que des enfants fous dans le grenier dans Jumanji, nous mettons en place Enquête à Big Apple. Une discussion filmée en présence d'un public autour des archives et des dossiers laissés en vrac par l'artiste dans son ordinateur. Alors actuellement, la température dehors est de 3 degrés, le temps est plutôt agréable malgré tout. J'espère que vous avez pris le temps de mettre quelques pièces dans la tirelire à l'entrée. Prenez vos boissons chaudes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir Tommy, qui nous jouera son projet live dans 1 heure à peine. Mais avant toute chose, Cécile Di Giovanni. Nous sommes ensemble pour environ 50 minutes. Cécile, tu es née en 88, c'est à son importance. On le verra. Basée à Paris, tu es artiste, tu as une pratique, disons, de l'installation au sens large. Tu as étudié à l'université, à la Villa Arson et à Nice, pardon. Exposé au Palais Tokyo, CAPC, la Aide et au Hangar Y. Tu as également travaillé dans le monde de la mode avec Virgil Abloh, RIP Virgile. Et tu montres cette exposition Sleeping Beauty à Big Apple dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors Cécile, ton travail sonne parfois comme le début d'un conte de fées. C'est pourquoi nous avons l'honneur d'avoir ton travail entre les murs de Big Apple pour la première exposition du lieu. Ton travail est richement référencé, fait appel aux souvenirs de la culture de masse, aux mythes américains véhiculés par la fiction, références dans lesquelles nous allons donc nous plonger ensemble maintenant. Cécile, bonjour, merci d'avoir fait le déplacement. Est-ce que ça va? Bonjour Clément. Alors, on a tout un tas de dossiers dans lesquels on va fouiller aujourd'hui, les dossiers qui sont les tiens. Je te propose qu'on commence directement avec le dossier Childhood, qu'on commence par le commencement, et notamment avec cette histoire de Titanic. Je me suis dit que dans un monde qui fait parfois naufrage, on pouvait commencer par naviguer dans ce Titanic. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. Et ouais, alors... Peut-être avec cette photo. Déjà, le dossier Childhood, il est assez important parce que, comme tu as parlé de l'année de naissance, mon année de naissance, c'est une bonne partie de ma pratique va puiser des références dans une période assez restreinte, donc dans mon enfance. Du coup, entre, je dirais, début des années 90 et fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, cette photo, elle a été prise en 1999, donc c'est moi qui suis sur la gauche. Et c'est ma première exposition de groupe, qui était donc sur le Titanic. C'était l'année où le film est sorti. Et si j'ai choisi de montrer cette photo, parce que le Titanic, c'est quelque chose... Ça a été, je pense, un des films à l'époque où il est sorti. On s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais qui était assez emblématique. Moi, j'étais obsédée par le Titanic. Il faut savoir que tout ce qui est dans ce dossier, c'est soit des choses qui me hantent, soit des choses qui m'obsèdent. Le Titanic en a fait partie. On était une bande de copains, on était tous obsédés par le Titanic, mais pour des raisons différentes. Le petit garçon à droite, Pierre, lui, était vraiment obsédé par le paquebot. Et moi, j'étais plus obsédée par, déjà, l'histoire un peu dramatique autour du Titanic, mais en même temps par le cinéma de James Cameron et mon rapport au cinéma. J'allais souvent voir des films avec mes parents à cette époque. Donc on a décidé de faire une exposition sur le Titanic à Sanary-sur-Mer, donc la petite ville d'où je viens. Et par un hasard assez fou, on a eu l'occasion de pouvoir faire cette exposition avec ce monsieur sur la photo qui s'appelle Paul-Henri Narjolet. Il connaissait une dame qui connaissait quelqu'un que nos parents connaissaient. Il se trouvait qu'en fait, il travaillait à l'Ifremer à l'époque, alors j'ai pas tous les détails, qui est basé à La Seyne-sur-Mer, donc à côté de Sanary. Paul-Henri Narjolet, c'est un homme qui a plongé énormément de fois sur le Titanic. Et donc à l'époque, on le rencontre, on a 10 ans, pas plus.
Et de manière très spontanée, il nous dit si vous voulez faire une exposition, moi je vous prête plein d'objets, allez-y. Donc on avait des t-shirts, on avait à la fois des objets de valeur d'ailleurs, des choses vraiment de valeur, et en même temps du merch déjà, des t-shirts et des choses un peu comme ça. Donc on s'est retrouvés à faire cette expo, et il faut savoir que Paul-Henri Narjolet fait partie des personnes qui sont mortes pendant le drame du Titan. En fait, c'est le français chercheur qui est mort en 2023, si je dis pas de bêtises, juin 2023. Tu vas te rappeler qu'est-ce que c'était le Titan Le Titan, c'est le sous-marin, ce sous-marin qui a plongé en fait pour voir l'épave du Titanic. Et cette histoire dont on a entendu parler vraiment dans le monde entier en l'espace de quelques jours, parce qu'il y a eu toute cette attente autour du fait de savoir est-ce que ces gens-là sont toujours vivants, etc., etc. Donc en fait, Paul-Henri Narjolet faisait partie des personnes qui sont décédées. Et si... en fait, cette histoire-là, elle a une... Oh merde. une sorte d'importance. Parce que... déjà, il y a quelque chose qui est toujours en lien avec... la catastrophe ou le drame ou l'infiniment petit et l'infiniment grand dans ma pratique, que ce soit dans la forme des sculptures que je peux faire, mais que ce soit aussi dans les histoires. Et tout à coup, le fait de rapprocher une histoire d'enfance d'une exposition quelconque dans un village, la capture d'écran, du coup c'est mon père qui filme, donc quelque chose de tout petit, tout à coup quand il y a une expérience assez dramatique comme ça qui se produit, dont on entend parler, où cette personne se retrouve au cœur même du drame, il y a déjà quelque chose d'assez infiniment grand qui se produit. Et pour continuer la petite histoire, je recroise, au moment où donc, ce drame se produit, je recroise par hasard la fille de Paul-Henri Narjolet qui était sur la photo, donc Sidonie, la jeune fille blonde sur cette photo, donc juste ici. On se recroise par hasard au mois de juillet 2023 parce qu'il y a une exposition sur le Titanic qui a lieu à Paris, Paul-Henri Narjolet était donc le curateur, je crois, de l'exposition. En tout cas, le parrain, il avait prévu c'est lui qui faisait partie de l'exposition. Je la croise par hasard, mais vraiment par hasard, je ne l'ai plus revue depuis 1999, donc on se voit, elle se souvient de moi, on échange nos numéros. Donc ça c'est une image de l'exposition de l'époque qu'on a fait à Saint-Nary-sur-Mer. Et si je parle de cette histoire, c'est que on échange nos numéros, etc. Je lui renvoie des photos de l'époque, on échange des souvenirs. Et puis d'un coup, Sidonie me renvoie un message en me disant, en fait, elle n'est pas du tout dans l'art. J'ai vu passer des trucs sur ton Instagram, je comprends pas trop ce que c'est, mais je vois un nom qui revient. Regarde, je suis allée donc dans la ville où habitait mon père. Il habitait dans l'état de New York, donc elle est allée là-bas. Et donc ça c'est une capture d'écran de la conversation. Et regarde donc la ville dans laquelle il habitait. Et donc cette ville s'appelait Holmes. Et si Holmes a son importance, c'est qu'en fait il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai travaillé sur celui qu'on considère comme un des premiers tueurs en série aux États-Unis, H.H. Holmes. Et donc c'est un des projets les plus... un des plus gros projets que j'ai pu faire jusqu'à présent, dans le sens, je sais pas comment je pourrais le dire, un des plus beaux projets à mes yeux, vraiment, parce que j'ai pu vraiment aller fouiller des choses et mettre en place différents... c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas c'est un projet qui me tenait à cœur. Et donc Paul-Henri Narjolet habitait dans cette ville qui s'appelle Holmes, et voici donc cette casquette de merch. Et voilà, et donc il y a quelque chose dans cette histoire qui paraît anecdotique, mais qui l'est pas pour moi. Voilà. Il y a un peu tout qui se télescope, le projet de ta plus grande ampleur, comme ça, qui se télescope avec un truc de l'enfance qui était déjà lié à un truc du cinéma de masse, et toi, ta rencontre avec ce... C'est peut-être un très grand hasard, mais ouais. Et en même temps, c'est un beau hasard. Et c'est, Bon, du coup, on en parlera après de ce projet avec Holmes. Peut-être qu'on peut continuer dans le childhood. Alors après, on va un peu se laisser aller, voilà, je te propose... La plupart des images que j'ai mis, alors du coup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de... En fait, dans les références dans lesquelles je vais, c'est systématiquement les mêmes choses. Systématiquement, vraiment systématiquement. Mais à chaque fois, c'est comme s'il y avait des couches. C'est comme si à chaque fois que je regardais quelque chose que j'ai vu déjà des centaines de fois, il y avait toujours des nouvelles couches
qui s'enlevaient et qui se télescopaient. Donc, par exemple, La Famille Adams, en fait, c'est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais enfant. Le premier souvenir de film que j'ai vu, c'est ce film-là, qui est pour moi, à ce jour, toujours un des meilleurs films que j'ai pu voir. Et il y a tout pour moi, si je devais résumer juste les choses qui m'intéressent aujourd'hui, ça se trouve dans ce film. Ouais. À l'époque, tu vois ça à la télévision, tu vois ça sur VHS. C'est mon père qui ramène le laserdisc. Ah, oui. À l'époque, il avait un lecteur de laserdisc, tu vois, c'était l'avant DVD en fait. Ouais, ouais. Et en fait, la première chose que j'ai vue, c'est le visuel de La Famille Adams. Et là, c'était déjà hyper impressionnant. Un peu de la répulsion et de la peur, parce que j'étais assez jeune à l'époque. Enfin, il était sorti en laserdisc, donc je pense que le premier, il est sorti en 91, donc ça devait être 93, 94, donc je vais avoir 6-7 ans. Et c'est ça que j'ai vu en premier. Et après, la chose qui m'a marqué le plus, c'est l'opening credits, donc le début de La Famille Adams, que je remettais la cassette, parce qu'après, mon père, en fait, louait ou les laserdiscs où se faisait prêter les films et les copiait constamment. Et donc, il avait copié le film. Et je repassais en boucle cette scène. Donc tu as eu accès à ce moment-là à beaucoup de films tu pouvais choisir plutôt que d'être passif devant la télévision. Exactement. En fait, je regardais rarement la télé, mais plutôt toujours les mêmes cassettes vidéo dans le placard qu'on avait. Que des copies, jamais de jaquettes d'ailleurs. Toujours des trucs écrits à la main. T'as avancé un peu, t'as avancé le... C'est ça que tu voulais aller par là. Ouais. Là, il y a tout dans cette scène. C'est la base de tout. C'est l'humour et c'est Et en fait, j'ai mis cette séquence-là parce que j'ai tellement regardé ce début qu'à l'époque, quand on avait un magnétoscope, en fait, pour revenir en arrière, il fallait appuyer sur le petit carré blanc, tu faisais retour en arrière et tu remettais sur play. Et en fait, le bouton d'enregistrement, il était à côté du bouton play. Et j'ai enregistré, sans faire exprès, en voulant remettre play, le concours moto sur TF1 qui passait. Et donc, pendant 15 ans, j'ai plus accès à cette scène parce qu'il y avait le concours moto. Voilà. Et j'ai pu retrouver finalement avec Internet et le streaming cette joie-là. Alors, j'imagine que ça participe un peu de la même chose, de ce cinéma comme ça, fantastique, ou qui a aussi un lien avec le réel au départ. Oui, après alors plus dans Mars Attack, je pense que c'est surtout cet humour à chaque fois. C'est un peu le même humour qu'il y a dans La Famille Adams. C'est surtout tant dans Mars Attack, c'est pas tant la figure des monstres qui m'intéresse. Pourtant, elle m'intéresse dans beaucoup d'autres références, mais plus dans la figure de la décadence et du regard un peu moqueur et vraiment de cet humour sur l'humain, quoi. Mais c'est plus ça qui va m'intéresser et plus plus cette chose-là. Ouais. Alors je vois qu'on arrive là avec une photo de toi, si je dis pas de bêtises, qui joue au basket. Et qui a littéralement la même posture que Michael Jordan sur les baskets. Belle photo ce jour. Mais ouais, en fait je l'ai mis parce que c'est pareil, ça fait partie d'un truc un peu de l'époque, je pense. Le basket, je fais beaucoup de basket et donc c'était vraiment toute cette époque où il y avait Michael Jordan. J'étais obsédée par Michael Jordan
vraiment beaucoup. Et les Chicago Bulls, c'est vraiment... Et j'étais la seule fille d'ailleurs de l'équipe de basket, c'était que des garçons. J'avais vraiment un truc, c'était une manière de pouvoir un peu toucher cette culture que je voyais un peu partout, surtout à l'époque, tu vois, dans les cultures nord-américaines, à travers les films que je voyais, etc. Il y avait beaucoup de magazines aussi. Ouais, les cartes. Ouais. Cartes à collectionner, ouais. Oui, c'est l'époque aussi de la Dream Team avec... Il y avait Scottie Pippen, ouais, voilà. Michael Jordan, ouais. Et j'ai mis cette photo parce que c'est clairement c'est ce film Look Who's Talking Now, avec cette série de films avec John Travolta et je me rappelle plus du nom de l'actrice, qui sont sortis pareil à l'époque, avec des bébés qui parlent, avec des voix humaines. Et il y a, dans le troisième, il y a ce rapport avec... il y a cette gamine qui est obsédée par le basket et par ce joueur. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs à ce joueur. Mais donc, des fois, elle se rêve comme ça, jouer sur les mêmes terrains que lui. Voilà, je trouvais cette image assez drôle. Et donc, j'étais allée voir, il y a les Harlem Globetrotters juste à côté, l'affiche, voilà, celle-ci. Et j'étais allée voir les Harlem Globetrotters. Alors, c'est une équipe de basket un peu particulière, ils font surtout du show. Ils étaient passés à Hyères-les-Palmiers, à côté de Toulon. Et j'étais allée voir du coup les Harlem Globetrotters, je sais pas, ça devait être en 97 ou 96. Pareil, pour moi, c'était un truc incroyable, quoi. Voilà. C'est marrant, il y a tous ces trucs qui viennent à toi entre le Titanic et les Harlem Globetrotters. Après, ils ont fait beaucoup, de ce que je comprends, ils ont fait, notamment les Harlem Globetrotters, ils ont fait des tournées quand même assez européennes, ils ont fait beaucoup de villes, donc je pense qu'ils ont fait quand même pas mal de villes en France, mais ouais. Après, tu vois, tu parlais de la figure de l'alien, en fait, il y a un truc quand tu m'as demandé de trier les photos, ouais. C'est qu'il y a la plupart des références, en fait, il y a toujours ce rapport au corps et à la transformation, et je sais pas pourquoi, depuis l'enfance. Ça, c'est le film Face Off, donc avec John Travolta et Nicolas Cage, où Nicolas Cage, en fait, les deux personnages changent de visage, enfin inversent leur visage. Et en tout cas, il y a toujours un rapport à la peau, au corps qui se transforme, qui change. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait, en regardant les références, qui m'a assez frappée, dans peu importe les références, le dessin animé que ce soit la Belle et la Bête, par exemple, j'ai mis ça parce que cette image me provoquait toujours quelque chose d'étrange de voir tout à coup vraiment ce passage où on voit les griffes juste au-dessus qui sortent de la main et les pieds avec voilà, cette espèce de transformation du monstre vers l'humain, de l'humain vers le monstre, et en même temps c'est quoi le monstre en fait, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, et changer de visage, changer de peau, changer de corps, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours touché beaucoup. Ce film par exemple, j'ai plus revu j'avais vu ce film une fois et j'ai pareil toujours eu cette image de Schwarzenegger avec qui porte un enfant. Pareil, c'est des images qui sont restées assez ça c'est un gros trauma. C'est tiré du film Jeepers Creepers qui est sorti en 2001 et que j'ai vu à la télé, donc je l'ai pas vu à sa sortie mais juste après. Et donc il y a une scène où c'est Jeepers Creepers qui chasse tous les je sais pas combien d'années, qui est une sorte d'épouvantail, et en fait il a une grotte où il entrepose tous les corps en fait qui chassent, et donc super scène de début de film, je conseille à tout le monde ce film. Et donc on atterrit dans cette grotte et d'un coup le personnage, on voit avec lui tous ces corps qui sont d'ailleurs très mal faits, hein, qui sont des corps en silicone, ça se voit, je trouve que ça se voit beaucoup, mais à l'époque ça m'a... On dirait presque des gargouilles d'église. Exactement. Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui est resté assez gravé. Alors la transformation toujours avec là deux figures importantes, Mrs. Doubtfire, qui est quand même un film, je pense, qui a marqué énormément de personnes. Et c'est ce rapport, ce film, c'est ce rapport toujours au masque, changer de visage, tu vois, ce moment où moi c'est surtout ça qui me marquait, ces passages où en fait, là j'ai mis quelques images où en fait d'un coup il se met la crème, le gâteau, cette scène là où en fait je sais plus qu'est-ce qui est corps et qu'est-ce qui est, bon bien sûr à l'époque je comprenais pas trop, mais je trouve que c'était assez
ouais, il y a des scènes qui étaient assez marquantes comme ça et qui me fascinaient. J'aimais beaucoup le passage où son frère le maquille et teste les différents visages et les différentes faces en fait qui pouvaient. Et ça aussi c'est pareil, tu vois, les Pink Floyd, c'est pareil. Traumatisme ultime, mon père qui met le laserdisc et j'arrive devant la télé et le premier truc que je vois c'est cette scène juste à côté où les enfants avec leurs masques sont transformés en chair à saucisse, tu vois. Toujours le corps qui se déforme et qui se... Et alors là, dans la même catégorie, on a une référence très française pour le coup. Ah ouais. Mylène Farmer. Évidemment, on voit les liens avec les questions de transformation, etc. Mais peut-être qu'il y a je sais pas... En fait, c'est pareil, c'est une figure, comme la plupart des choses qui sont dans ce dossier, en fait, c'est des références que beaucoup de gens partagent. Je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, surtout à cette époque, je pense, on n'avait pas accès à beaucoup de choses. Et elle, clairement, mais c'est comme le reste des références, c'est toujours ce rapport un peu attraction-répulsion. Et j'avais très très peur de Mylène Farmer quand j'étais enfant. J'avais vu, alors ça c'est pas le premier clip que j'ai vu, mais tous ses premiers clips, pareil, Libertine, pourvu qu'elle soit douce, beaucoup de maquillage, et puis ce rapport aussi au corps. Et en fait, je suis devenue très fan de Mylène Farmer, et j'ai toujours beaucoup d'amour pour Mylène Farmer. Et c'est vraiment une artiste qui m'a beaucoup marquée. Parce qu'elle amenait aussi quelque part, j'ai découvert sa musique à peu près au moment où elle a fait son exil aux États-Unis. Et pareil, c'était des choses... j'ai eu accès à des choses grâce à ses clips, et à l'époque à toutes les collaborations qu'elle a faites, Abel Ferrara, etc., auxquelles j'aurais pas eu accès. Et en même temps, c'était c'était étrange, quoi. Tu vois, en tant qu'enfant, quand tu voyais Mylène Farmer, c'était un peu... alors maintenant, bien sûr, c'est plus du tout la même chose, mais c'était assez étrange, quoi. C'est extrêmement produit, et peut-être qu'à l'époque, il y a un truc comme ça où à la fois le cinéma et le clip, la musique, où il y a tout comme ça qui se regroupe dans un truc très léché qui paraît, oui, hors du monde réel, quoi, qui peut vraiment créer un trouble. Peut-être un effet similaire au clip de Michael Jackson, peut-être qu'on en parlera plus tard aussi, mais tout à coup, comme ça, il y a un tournant qui s'opère. Ouais, puis je pense que c'est aussi ce truc de ce rapport, cette espèce d'art total un peu, quoi, finalement. Moi, c'est un peu mes premières... Je connaissais rien, alors moi, j'ai découvert l'art très tard. Quand je suis allée à la fac, c'est comme ça que j'ai découvert l'art. Enfin, je pensais que la sculpture, c'était... Enfin, j'avais vraiment j'avais pas du tout une vision du monde de l'art contemporain et d'artistes. Moi, c'est vraiment ces figures-là qui m'ont donné mes premiers émois et en même temps mes premières interrogations. Et ouais. Mais ce rapport à la... Tu vois, j'ai mis aussi là-haut le body side... c'est Médusa, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Non, Ursula. Ursula dans La Petite Sirène, ça c'est une scène qui me traumatisait. Ce rapport de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Quand d'un coup t'as Ariel avec le prince qui se retrouve dans un tourbillon et ils sont minuscules et cette figure immense qui sort. Et voilà, c'est des choses qui reviennent et c'est marrant. J'essaie pas de trop conscientiser, savoir où sont les liens, mais ce truc d'infiniment grand, d'infiniment petit, c'est pareil, quelque chose qui me déstabilise souvent. Oui, et pourtant c'est un effet spécial qui est presque vieux comme le cinéma, c'est un truc qui a toujours existé, c'est le truc un peu le plus bête de changer la profondeur. Peut-être qu'on va avancer un petit peu. Alors personnellement, quand tu m'as envoyé ton dossier, autant il y a beaucoup de références avec lesquelles j'avais déjà réfléchi ou qui m'étaient déjà revenues depuis. Et alors par contre, il y a quelque chose à laquelle j'avais jamais repensé et qui m'a vraiment créé un effet comme ça de dire ah ouais, elle est allée chercher cet élément-là, c'est ça, c'était une VHS pour apprendre l'anglais, il me semble, qui était diffusée à l'école primaire. Ouais, je me rappelle très bien voir le professeur qui arrive avec le truc à roulette et le magnétoscope pour montrer cette cassette. Toi, tu l'as regardé dans la classe, toi, à l'école. Toi, d'où ça vient? Pourquoi tu... Moi, je l'ai pas du tout regardé à l'école. En fait, c'est pareil. C'était mon père, donc, qui travaillait à l'Arsenal et qui allait tout copier là-bas. Il avait ses trucs et donc ses collègues lui filaient des cassettes vidéo. Et je pense qu'un collègue à lui avait dû lui passer cette cassette. Donc, il avait fait une copie.
Et en fait, il faut savoir que j'allais jamais à la cantine quand j'étais petite. J'y suis allée après, mais en école primaire, j'avais la chance de pouvoir manger souvent chez moi. Donc tous les midis, je mettais une cassette et je la passais j'avais des cycles comme ça pendant une semaine ou deux. Je regardais toujours le même truc. Et donc il y avait eu cette vidéo. Et je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui crée un truc bizarre en moi. Et il y a quelque chose d'assez... dans la vidéo et dans le rythme de la vidéo et la manière dont quelque chose de très étrange. Il y a ne serait-ce que la poubelle qu'on voit là. Est-ce qu'on peut regarder? On n'est pas obligé d'avoir le son. Non. Bah, c'est plus justement avec le son, tu vois. I'm Wasty, and you? Hello, I'm Zoe. Zoe? Goodbye, Zoe. Hello, I'm Wasty. You? Hello, I'm Zoe. Zoe? Goodbye, Wasty. Hello, I'm Mary. And you? Hello, I'm Malik, and you? Hello, I'm Zoe, and you? Hello, I'm Theo, and you? Hello, I'm Fanny, and you? Hello. I'm Max, and you? Hello, I'm Lucy, and you? Hello, I'm Mary. Hello, I'm Lucy. Hello, I'm Max. Hello, I'm Fanny. Hello, I'm Malik. Hello, I'm Theo. Hello, I'm Zoe. Hello, now you. C'est super flippant cette vidéo. Ouais. Et je pense que c'est dans la répétition. En fait, il y a un truc où ça... Il y a beaucoup de répétitions, il y a des blancs, et ça laisse l'espace au pire. Je sais pas comment exprimer, mais je pense que quand j'ai revu la vidéo, j'ai ressenti à nouveau un peu l'angoisse que je ressentais à l'époque. Tu vois, le fait de répéter plusieurs fois, c'est limite du lynch, quoi. Tu vois, Oui, parce qu'il y a au départ une vertu pédagogique, donc Ouais. ça n'a pas volonté d'être bizarre. Non. Mais juste le fait de revoir la poubelle qui bouge comme ça m'a fait un effet, une angoisse. Ouais, puis les yeux, ouais, il y a beaucoup c'est vraiment de l'inquiétante étrangeté, quoi. Ouais. C'est... Voilà. Pas pareil, tu peux m'arrêter si tu veux. Bah après, ouais, j'ai mis Contact parce que c'est un film, c'est un film qui est incroyable pour moi. Ça a pas vraiment de rapport avec des choses que je fais, mais j'ai beaucoup j'aime beaucoup les ouvertures de films. C'est quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup toujours. Les séquences d'ouverture, c'est pour moi quelque chose qui est assez sacré, et parce que je crois que j'ai vu des séquences d'ouverture quand j'étais enfant qui m'ont beaucoup marqué, comme La Famille Adams qu'on a vu au début, et Contact en fait. Alors là c'est Carl Sagan qui a écrit donc le livre, mais il a été adapté au cinéma par Robert Zemeckis dans les années 90, et donc la séquence d'ouverture de Contact, je trouve qu'aujourd'hui ça reste une des plus belles séquences d'ouverture que j'ai vues. Et je l'ai vu au cinéma quand j'étais enfant, donc j'avais même pas 10 ans, c'était en 97, donc j'avais 9 ans. Et c'était incroyable, et voilà, je l'ai mise quelque part, mais je sais pas si la qualité va être bien, donc je suis pas certaine que ça vaut le coup de la regarder, mais elle doit être quelque part. Mais tu vois, on parle d'infiniment grand et d'infiniment petit, bah typiquement. Et d'ailleurs, l'univers, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'astronomie en général, et en fait la séquence part de la Terre, et la caméra en fait c'est fait en 3D. C'était à une époque où la 3D, on en était vraiment au début, donc mais ça a bizarrement bien vieilli, et en fait on part de la Terre et on se sert du son, donc il y a la caméra qui s'éloigne petit à petit de la Terre, et en fait le son, de plus en plus, le son qu'on entend devient vieux, c'est-à-dire qu'on entend des choses de plus en plus vieilles, et en plus et plus on s'éloigne, et d'un coup plus le son faiblit, et puis d'un coup il n'y a plus de son, et puis cette séquence dure vraiment 3-4 minutes, et c'est long quand même, 4 minutes au cinéma, où d'un coup on voit juste les planètes et la caméra se reculer, et sans avoir aucun son, et bizarrement le son est partout finalement, et c'est vraiment une expérience qui m'a marqué. Et ce film, ça c'est typiquement pour moi un puissant fond.
chaque fois que je le revois, c'est toujours de nouvelles choses. Et Zemeckis, j'adore ce réalisateur, vraiment très bon réalisateur. Ouais, Ghost, ça, gros trauma. Ça aussi, c'est la photo juste avant. Je sais pas si on va bien voir, mais j'ai mis ce film parce que je l'avais vu quand j'étais petite chez mes grands-parents. Et déjà, c'est pareil, c'était une manière de faire des films un peu bizarres, films un peu grand public, mais des fois, il y avait... Je pense que c'était peut-être une naïveté, ou tu vois, on n'était pas à la même époque. Et des fois, il y avait des choses comme dans la vidéo des CE1 là qu'on a regardé, des trucs un peu mélange de genres. Pareil, je trouve dans certains Disney, tu vois, très vieux, comme Bernard et Bianca, etc. Où parfois il y avait un peu de l'angoisse, mais t'as l'impression que c'était pas une angoisse qui était trop. Alors je dirais pas volontaire, mais on se permettait un peu plus de mélange. Et donc Ghost, qui se veut être une histoire d'amour, de Patrick Swayze qui meurt, et puis d'un coup son fantôme reste là pour aider Demi Moore à faire son deuil, et entre autres à régler. Je laisse les gens regarder le pitch, mais... À faire de la poterie aussi. On va faire de la poterie, exactement, sur cette scène dont on connaît tous, mais cette scène, tout à coup, donc il meurt, le passage, en fait, où il meurt, où tout à coup, il essaye de, pareil, rapport au corps, où il se rend compte qu'il peut plus toucher les choses, et il fait ce cauchemar, et en fait, en se réveillant, il rêve qu'il y a une statue... je sais pas, une statue d'ange comme ça, qui est à l'intérieur du lit, c'est une statue qu'ils ont en fait chez eux. Et ce truc de la statue dans le lit avec toi, c'est terrible. C'est horrible. J'ai vu ça et ça m'a traumatisée. J'avais peur après d'aller dormir et qu'il y ait une statue de la Vierge dans mon lit. C'était vraiment... Et donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est pareil, de l'inquiétante étrangeté, tu vois, c'est... quelque chose qui m'a marqué. Et donc après là, tu vois, juste à côté, c'est ça aussi, c'est les effets spéciaux de l'époque. Donc c'est Ghost 1. Voilà. Ces scènes là où il essaye de toucher et puis en fait le corps tu vois fait qu'un avec les objets finalement. Enfin, tu vois, il y a plus de limite aussi. C'est quelque chose qui m'est beaucoup resté en tête. Et ouais, voilà. On l'avait aperçu un petit peu avant, mais je me suis demandé, La Cité de la Peur, c'est pour ton rapport à la comédie. Là, pareil, on est dans une référence très française. En fait, je l'ai mis parce que c'est juste un des meilleurs films du monde, je pense, pour moi. Et c'est pareil. En fait, c'est un film qui a fait beaucoup partie de mon enfance. Je pense que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où on avait un rapport à la culture populaire. En tout cas, on regardait un peu les films. Mon père aimait beaucoup ça et c'est lui aussi qui a ramené ce film. Et j'ai vu ce film très jeune quand il est sorti et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, je sais pas trop si je suis quelqu'un qui a beaucoup de dérision dans ce que je fais, mais c'est juste, il y a des choses, et puis c'est Red is Dead, quoi. C'est aussi, ça parle de l'horreur quelque part, ça parle du tueur à la faucille au marteau, donc il y a quelque part un peu d'angoisse et en même temps de recul, et il y a des images très symboliques. Ce passage, j'ai pas réussi à le retrouver en image, mais où t'as la dame avec le caddie comme ça qui est sur la promenade. Et en fait, Alain Chabat qui lui... Enfin, tiens, ce personnage ultra angoissant, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu les raisons qui m'ont poussé à mettre cette image. Ça, c'est des bandes dessinées, voilà, Ouais, Lucien. là, pareil. Tu connais, t'as déjà lu ? J'ai jamais lu, mais Franck Margerin, je vois... Mais ça, j'ai découvert par le biais de... J'ai mis celle-ci parce que bon, c'est né dans le thème, mais j'ai découvert... c'était un copain à mon père qui avait la plupart des tomes. Et j'ai beaucoup aimé, je lisais beaucoup de BD quand j'étais petite, et j'aimais beaucoup les Luciens, j'aimais beaucoup le trait de Margerin, et forcément, il y avait tout ce truc, alors, qui est un peu vieux aujourd'hui, mais pareil... se rapport toujours à une certaine culture nord-américaine et en même temps mélangée avec des références d'ici et puis pas mal d'humour et puis ouais, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu. Bon, on reste dans l'enfance avec... Il y a des photos
Ouais. de famille en fait. Ouais, Si je dis pas ça de me paraît bêtises. important. Mais en fait, du côté de ma mère, c'est ma mamie, elle est, qui est sur la gauche, c'est sa sœur. Et en fait, ma mamie, elle est italienne, elle est migrée en France dans les années 60. Et donc, c'était vraiment. Pour le coup, là, c'est plus des références à des. Ma grand-mère, elle habitait dans sa maison et elle avait des objets partout, des trucs aussi. Il y avait souvent la mort, qui était toujours ce rapport un peu à la mort dans la culture, en tout cas dans sa culture à elle, italienne. Et en même temps, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, mais en même temps, voilà, toutes ces choses qui circulent, ces objets qui circulent, et on passe de la mort à tout à coup à autre chose, tout se mélange. Et je pense que ouais, il y a quelque chose d'important aussi là-dedans, dans cette culture, générosité aussi, tu vois, quelque chose ouais. Et beaucoup d'objets en hôtel, dans l'entrée, tu vois. Des photos aussi, je me rappelle, elle avait des photos d'enterrement. À une époque en Italie, moi je savais pas, on prenait des photos dans les enterrements. Et elle avait toute une boîte avec des photos que j'avais vues de gens de sa famille qu'on prenait pendant les enterrements, aussi des gens dans les cercueils, etc. Donc c'est aussi, voilà. Et puis parce que, voilà. Et dans ton travail plastique, on y viendra un petit peu après, mais la question par exemple de ces hôtels comme ça, ces installations, c'est un truc auquel tu penses parfois ou auquel tu as déjà pensé dans un projet ou... En référence avec ça ? Ouais, cette juste exposition d'objets religieux. Je pense que, non, après c'est toujours difficile de savoir, mais après c'est vrai que les symboles en général c'est quelque chose d'infiniment important. Ouais, c'est un peu des... En fait c'est jouer avec les symboles, jouer avec les totems de manière générale et rendre des choses totems et en même temps désacraliser certains totems pour plus qu'il en soit. Enfin, c'est toujours ce jeu de déplacer en fait les choses. Donc après savoir si ça, tu vois, a joué un rôle. Je pense Ouais. que c'est difficile à dire. Après, c'est des sensations, mais ouais. J'essaye d'avancer un petit peu. Bon bah peut-être qu'on va rester sur les choses familiales avec ces images-là. Ouais, ça c'est mon père. Du coup, pour la petite. C'est aussi, je pense, voilà, il aimait beaucoup, il aime toujours beaucoup le cinéma. Et voilà, il avait une caméra, il faisait souvent des films avec ses copains. Tout le temps, il se déguisait. Il aime beaucoup les films d'horreur. Donc voilà, je pense que. Les chiens ne font pas. Ça, c'est un film qu'il a fait, voilà, avec un copain à lui qui joue Frankenstein. Et Donc c'est des films amateurs ou c'est des films qui ont été diffusés à non, une des films époque amateurs. Des films amateurs, mais pendant cette période aussi, pendant mon enfance, il avait une asso en fait, et il faisait chaque année scolaire, il se mettait l'objectif de faire un court métrage, donc de l'élaboration, mais c'était que des copains, et en fait souvent il y avait des tournages, donc le week-end j'allais des fois assister au tournage et tout, c'était vraiment toujours hyper intéressant. Mon père, ouais, c'est vraiment le cinéma. C'est lui qui amenait des films à la maison. Et franchement, s'il n'avait pas copié tous ces films, tu vois, je sais pas trop. Enfin, c'est toujours pareil avec des si, mais c'est cette vidéothèque qu'on avait qui était juste des caméras enregistrées. Je pense, tu vois, c'est intéressant aussi de se dire, il y avait zéro jaquette et aujourd'hui j'aime tellement les visuels. Je pense qu'il y a aussi ce truc de frustration qui est ça a génial. alimenté un manque dans... Complètement. Et c'est génial en fait, la frustration. Mais dans le même temps, tu avais accès aux films là où beaucoup de personnes Exactement. étaient vraiment passifs devant la télévision à subir des choses. Tandis que là, on dirait que parfois ça a vraiment eu un rôle presque émancipateur pour toi d'avoir accès à toutes ces choses-là. Après, attention, je regardais des merdes aussi. Hein, enfin... Oui, bah, il y en a aussi là-dedans. Mais oui, il y avait... Non, mais je veux dire, il y a des Bien films sûr. grand public, des films qui n'ont pas Bien forcément sûr. vocation à être des Mais films... ce qui est intéressant, c'est que je pense que malgré tout, dans toutes les merdes qu'il puisse avoir, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours le regard et il y a toujours des portes à l'intérieur, toujours des choses. Je pense moi que c'est cet âge qui détermine beaucoup de choses en fait. Après, bien sûr, on grandit, on découvre des trucs, on a tout le loisir de se construire de se construire des références, mais c'est déterminant et je crois qu'il y a toujours une place à l'inquiétante étrangeté, tu vois, même dans la plus grande merde que tu vas regarder. Et je trouve que c'est parfois plus intéressant d'essayer de retourner là-dedans et de te dire mais attends, est-ce qu'il n'y avait pas un truc vraiment bizarre et
Tu vois, parce qu'il n'y a pas de cynisme non plus. Et je trouve que parfois, tu vois, c'est aussi... c'est quelque chose qui me plaît en fait aussi, d'aller dans du premier degré, de voir des choses et d'aller enlever les couches et pas forcément de voir des œuvres où il y a déjà énormément de recul, tu vois, qui sont prises sur les œuvres en question. Alors là j'avais mis une photo, mais parce que en fait j'ai mis des places, ce qu'on appelle, donc, parce que c'est pareil, il y a des objets, il y a des lieux. Et ça, le photo du banc, en fait, cette photo-là, c'est... donc on a parlé de Mylène Farmer tout à l'heure, et c'est un projet que j'aimerais beaucoup faire un jour, mais en fait, ce lieu, c'est à Paris, c'est dans le 16e arrondissement, c'est pas très loin du Palais de Tokyo. Et en fait, Mylène Farmer, elle a vécu là pendant des années, toute la période des années 90. Et quand moi, j'ai commencé à être fan de Mylène Farmer, à l'époque, sur Internet, il y avait des forums et tout, et les gens échangeaient son adresse, savoir où elle vivait. Et donc, il y avait... les gens disaient, on va au banc. Parce qu'en fait, donc, tu vois, pareil, les lieux de pèlerinage, les locations, tu vois, c'est un truc qui toujours m'obsède beaucoup. Et donc, ce banc, il est là. Et en fait, Mylène Farmer n'habite plus là maintenant, mais il y a toujours ce banc. Et il y a toujours il y a toujours des tags, il y a toujours des choses gravées. Et il y a des milliers d'histoires, je pense, qui ont dû... Moi, j'étais jeune encore à l'époque, mais je sais que j'ai une amie qui, à l'époque, est plus vieille et vivait là-bas. Et il y a des... Tu vois, ces lieux anodins qui, en même temps, deviennent des lieux de pèlerinage et en même temps qui ont d'autres vies, qui sont rattachés à des vies plus grandes que soi. Tu vois, c'est des trucs qui sont assez... toujours... qui m'obsèdent beaucoup. Et donc, ce banc, voilà, me fascine toujours. Et de voir que ce banc disparaît aussi, et les traces de ces tags disparaissent. C'est toi qui as fait les documentations là ou... Ouais. Okay. Peut-être sur ce rapport à la figure ou de la fan, voilà, il y a par exemple des productions artistiques qui font des fan art par exemple. Est-ce que tu t'inscris là-dedans ou enfin, c'est quoi ton rapport aux fans? Est-ce que tu étais une fan vraiment engagée, radicale de Mylène Farmer, ou est-ce que tu es un peu en retrait de tout ça? Non. Pareil pour d'autres choses. J'arrive jamais trop à être dans des... J'ai essayé dans des communautés, mais ça marche jamais. Non, je suis toujours un peu en retrait, mais plus par mon caractère, pas par cynisme en tout cas, encore une fois. C'est vraiment... Non, je suis très fan, je pense. Je suis quelqu'un de très fan. Ouais. Vraiment, quand j'aime quelque chose d'assez obsessionnel. Mais je le suis toujours de mon côté, quoi. Pas dans un groupe, voilà. Et ça, c'est premier lieu de culture pour moi, en fait. Tu parles de ça? Ouais. Vous ne pouvez pas s'empêcher de passer à côté? Bah, à l'époque, voilà, j'allais là le week-end et c'était terrible, il n'y avait pas grand-chose, mais en même temps, il y avait aussi des trucs parfois, quoi. Voilà. Et... Il y avait un rayon culture dans ce carrefour avec des CD, J'avais des CD, ouais. Il y avait des CD, ouais. Bah, le simple fait de pouvoir écouter avec le casque les CD au supermarché, c'est quand même quelque chose... Ouais, et puis c'est le truc du supermarché. Enfin, aujourd'hui, forcément, c'est toujours un peu différent, mais c'est des lieux... C'est des lieux qui obsèdent, quoi. Qui continuent à obséder malgré tout. C'est assez étrange, ça. Je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il y avait ce truc, quand même, du centre commercial, malgré tout, à l'époque, tu vois, aussi... Un peu... Oui, le mall comme dans les séries américaines. Ouais. On va avancer un petit peu. Peut-être que sur Neverland, on en parlera plus tard. 15h20. Ouais. On va passer directement à ça qui montre bien en fait ce passage, comment à partir d'éléments culturels qui te plaisent ou qui t'ont travaillé, qu'est-ce que tu en fais, comment tu les manipules et comment ça devient de l'art ou de ton travail en fait. Et je trouvais que cet exemple-là il était assez intéressant parce que assez simple et en fait assez parlant sur tes méthodes et tout ça. Donc peut-être qu'on peut directement regarder la scène de Scream et après bien sûr. En parler assez rapidement, pas qu'on déborde trop. Je vais essayer de la prendre un peu plus loin. To apologize. New York
forgiven. I know. Wait, don't hang up. What? I want to talk to you for a second. They've got 900 numbers for that. See ya. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I don't make popcorn at all. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. Like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Donc voilà, on a bien vu ce téléphone et cette scène de Scream. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en arrives à ce projet? Qu'est-ce que tu fais avec cet En fait, objet du téléphone? c'est toujours partir un peu d'obsession, c'est toujours de là. Et il y a des objets. En fait, c'est aussi observer comment les objets circulent. Et je pense que c'est une histoire de circulation d'objets. Et ça commence par mon propre rapport à ce que je vois dans un film, surtout un film qui m'obsède, et donc l'objet qui m'obsède. Et ensuite, je commence à faire des recherches sur cet objet. Et puis donc par rapport à ce téléphone, c'était donc se dire, ok, il y a vraiment, le téléphone est un objet fétiche dans Scream, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, par où tout circule. Et le meurtre circule, le rapport au tueur circule, et en fait, en faisant des recherches, je me rends compte que, bien évidemment, je suis pas la seule à être obsédée par ce téléphone, que des gens donc le sont aussi, notamment sur des forums Reddit. Et en fait, je me rends compte que voilà, plein de gens cherchent le modèle de ce téléphone. Et donc là, il y a une sorte d'investigation qui commence pour moi aussi, parce que je me dis, ok, des gens s'intéressent vraiment à ça. Et donc, je me rends compte que ce téléphone est très difficile d'accès aujourd'hui. Et donc, finalement, ça devient œuvre, en fait, ça aussi, le fait d'observer ce rapport à ce téléphone qui n'existe plus. Et donc moi-même, je me mets à chercher le téléphone parce que pour cette raison-là. Et donc je finis par trouver un téléphone que tu as montré juste avant, qui est le téléphone, qui est plus en bas, je pense. Peu importe. Non, remonte peut-être plus haut. Voilà, le téléphone là, tout en haut, eBay. Donc je suis finie par trouver cette annonce sur eBay, donc de quelqu'un qui est basé en Algérie, qui vend ce téléphone qui semble être le même, mais ce n'est pas certain que ce soit le même. Et donc il y a tout ce rapport aussi à la réplique, à tout ce qui ressemble à, mais qui n'est pas, et qui devient quand même fétiche, et donc à la duplication des objets. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine beaucoup, de jusqu'où un objet peut-il être fétiche, jusqu'à quelle reproductibilité. Et puis donc je prends cet objet, je l'achète, et donc il s'avère que c'est pas exactement le même, mais que ça devient le même. Et moi je me demande en quoi moi, du coup, avec aussi mon intervention, je le rends tout à coup œuvre. Donc, et on part de la réplique, etc. Et en même temps, il y a aussi donc ça, c'est l'annonce donc du téléphone qui est acheté. Et en fait, pour la petite histoire, c'était aussi donc en fait, j'ai fait cette recherche pour cet objet. Ce qui m'a poussée à m'intéresser à ça aussi, c'est parce que l'expo était chez un prêteur sur gage, donc c'était à Los Angeles, et c'était dans les photos qu'on voit en bas. Et donc on avait des œuvres qui étaient exposées au milieu d'autres objets à vendre. Donc il y avait vraiment ce mélange aussi, d'où la volonté d'aller vers le téléphone, qui était exposé donc au début. Mais c'est vraiment la circulation de téléphone, et se dire que finalement, est-ce qu'il devient aussi sacré que le téléphone qu'on voit dans le film, et comment. Et en même temps, il y a toutes ces recherches sur internet, donc le site YoProps, qui est juste à gauche là, Replica YoProps. C'est un site qui répertorie toutes les props, en fait, des films, et en même temps qui mélange, et ça je trouve ça super intéressant, les répliques et les objets réels des films. Mais en même temps, qu'est-ce qui est réel dans un film, tu vois? Est-ce que c'est ce rapport aussi à la réalité de la fiction, Finalement, tu peux prendre les choses dans tous les sens, c'est-à-dire qu'un objet d'un film
peut être réel, mais en même temps, il peut être aussi magique, comme dans le film. Où commence la magie, où commence le réel, où s'arrête-t-il, où commence le mythique et le surnaturel. Voilà, c'est tout ce rapport-là. Est-ce que le téléphone va sonner, tu vois, tout à coup, par magie, parce qu'on est dans le cinéma et que tout est possible. Voilà. Et alors tout ce cheminement, cette recherche qu'il y a en amont et qui finalement charge la pièce de plein de choses, dans quelle mesure tu le rends visible comment tu documentes ça, comment tu le rends visible, est-ce que c'est une question qui est encore en... Ouais, ça suspens. j'aimerais beaucoup le développer plus justement. En fait, je pense que ça c'est une des premières pièces au final où il y a eu un peu tout ce rapport à la recherche qui a débuté et essayer de travailler ce rapport que j'ai moi aux répliques d'objets et à tout ce travail d'investigation. Donc là, ça n'a pas été vraiment documenté. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était aussi mis en avant que l'objet lui-même, mais que j'aimerais beaucoup essayer de trouver des manières de documenter plus, d'inclure plus ça dans l'exposition en général. Et c'est ce que j'essaie de faire sur mon site internet. Bon, là, mais si j'arrive pas à le faire pendant l'expo, je me dis que je peux essayer d'avoir ce rapport-là aussi, peut-être d'avoir un lieu où si les gens veulent aller comprendre, ils peuvent avoir, tu vois, tirer le fil rouge, quoi. Oui, oui. Alors il faut vraiment qu'on avance, il me semble, c'est ça? On peut dépasser un peu, mais Ouais. il est 33 du coup. Est-ce qu'on plonge vite fait dans Dark Places avant d'aller vers Sleeping Beauty? Ouais, on peut aller vite là-dessus. Ouais. Bah, du coup, pour revenir donc, sur l'histoire de Holmes du départ de Titanic, c'était donc le fameux Holmes Donc qui ça est on le là-haut. voit ici. Voilà. Et donc Holmes, qui était un des premiers tueurs en série des États-Unis, enfin considéré comme un des premiers tueurs en série. Alors je suis pas la spécialiste de son histoire, je laisserai ça aux spécialistes, mais donc c'est pour la faire courte, j'ai fait une installation en 2023 au CAPC. Cédric Foch m'a invité pour, en fait, il voulait que je travaille sur la foire universelle de Chicago de 1893. Donc ça a été un peu, je commençais un peu à fouiller et je suis très vite tombée sur cette histoire donc de ce Holmes, qui avait construit un hôtel, un lieu où en fait il aurait tué plus de 200 personnes. C'est-à-dire qu'il faisait venir les gens et il ne ressortait jamais en fait de l'hôtel. Donc il y a toute une histoire, enfin je vous invite à aller fouiller parce que c'est assez fascinant. Dans le même moment, il y avait le livre d'Alexandra Vidal, Alexandra Midal, on qui parle sortait très au bien. même moment. Alors voilà, en fait non, il était déjà sorti avant, Ouais, mais ok. Alexandra Midal a fait un super livre qui fait les parallèles entre l'histoire de Holmes et l'industrialisation, etc. Enfin, le rapport à la sérialité, enfin, au fait de faire les choses en série, etc. D'où la tuerie en série qui débute. Et donc Holmes, en fait, il a fait cet hôtel qui était un peu comme enfin, pas une smart house, mais il faut savoir qu'il y avait l'électricité, alors que c'était quelque chose qui n'était pas forcément partout à l'époque, etc. Et donc, cette histoire, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est donc, hormis le côté morbide de l'histoire, enfin, c'est surtout que l'emplacement de l'hôtel, en fait, donc l'hôtel a brûlé, il n'existe bien évidemment plus à Chicago, mais par contre, à la place de l'hôtel, maintenant, il y a une post office, en fait. Alors, c'est pas exactement à la place, elle déborde sur le lieu, mais c'est pareil, c'est tout à coup ce rapport au lieu qui change, où des choses se sont produites, et puis voilà, ce grand écart de pareil, c'est pas l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais l'infiniment horrible, l'infiniment banal, d'aller poster son courrier dans un lieu qui a été... voilà, donc c'était un peu cette histoire, donc j'ai, pareil, fait une sorte d'investigation, et à la fin, le résultat, c'était donc ce billboard en haut, final, voilà, qui est donc... L'idée c'était de reproduire en fait, vu que l'exposition de Cédric c'était donc Barbapapa, l'exposition collective, donc il y avait tout ce rapport à la fête foraine, etc. C'était de reproduire une sorte de billboard qui faisait la promotion de. On sait pas trop si c'est un manège ou en même temps quelque chose de vrai, quelque chose de faux, et en plus ce rapport aussi à l'écran, parce que enfin, là en le voyant comme ça, je me dis ça me fait penser aux écrans tu vois, de projection de films, etc. Donc avec une affiche qui montre donc une réinterprétation de l'hôtel, enfin une réinterprétation de la post office qui est à la place de l'hôtel. Donc le bâtiment qu'on voit en fait sur l'affiche, c'est un rendu 3D de la vraie post office qu'on doit voir, qui doit être dans le document. Non, c'est pas celle-ci, mais de la vraie post office qui est non, pas là, voilà, qui est là. Post office. Voilà, ça c'est la post office qui est donc à l'emplacement de l'hôtel aujourd'hui. Et l'idée c'était de la rendre un peu plus morbide.
Et justement, sur le morbide et sur le fait que tu t'empares de faits divers, bien réels, est-ce que tu te poses cette question d'éthique de est-ce que le fait de, je sais pas, glamouriser ou en faire quelque chose de l'ordre du divertissement, est-ce que tu t'es posé cette question en faisant ce billboard ou enfin, c'est une Alors, question que tu te... pour des histoires comme ça, ce qui permet enfin, ce qui est assez facile ou c'est que c'est une histoire, en fait, quand j'ai fait ce projet-là, c'est une histoire dont on s'est énormément emparé déjà dans la culture populaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti, il y a des livres qui ont été écrits, il y a un tour à Chicago enfin, il y a énormément de filtres déjà qui sont mis là-dessus. Et le fait que ce soit produit il y a très longtemps, donc je pense qu'il y a une distance naturelle qui s'instaure, qui fait que bien évidemment la question elle se pose, mais en même temps elle est pas, elle est moins encombrante que je dirais pour peut-être d'autres sujets. Mais oui, elle est présente parfois. Après, je pense que c'est dans la manière. Si tu veux, c'est toujours un peu délicat d'expliquer, mais je pense que j'ai un rapport distancé. C'est-à-dire que je suis pas là pour donner mon opinion sur les choses, ni pour dire. Je prends et j'essaie de déplacer les choses. Après, si on estime que c'est glamorisé, par exemple, c'est bien évidemment, parce que je m'empare aussi de toute cette culture d'entertainment, parce qu'on baigne là-dedans. Mais moi, plutôt que de la pointer du doigt, j'essaie de m'emparer, enfin je pense, de ces symboles et de ces codes pour me les réapproprier et pour finalement m'en détacher et m'en dissocier. Donc c'est un peu utiliser les mêmes outils pour moi-même jouer en quelque sorte et comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Et donc oui, là après il y a des images, je montre quelques images de comment je produis des images moi-même. Donc c'est-à-dire que c'est souvent récupéré de films. En fait, je pense que aussi, tu sais, il y a ce rapport en fait, la fiction permet du filtre. C'est-à-dire tu pars d'une histoire réelle, mais le fait d'aller chercher des éléments de fiction pour te permettre de recréer du contenu ensuite, peut-être rajoute aussi du filtre de la distance, tu vois, recréer une affiche en allant chercher là c'est par exemple tiré de Les Dents de la Mer, là c'est Jeepers Creepers, donc c'est des billboards de films d'horreur qui sont eux-mêmes, tu vois, des films qui... Oui, il y a des couches entre le réel et Exactement. la pièce finale. Peut-être qu'on va terminer avec Sleeping Beauty, l'expo dans laquelle on se trouve actuellement, qui est un projet un peu plus large d'ailleurs, peut-être que ça tu pourras nous dire, et dont le point de départ, si je dis pas de bêtises, est ce moment, ou du moins quelque chose qui a motivé ce travail. Ouais. Peut-être qu'on peut couper le son et tu peux nous dire ce qui se passe à ce moment-là. En fait, il faut savoir que cette vidéo, je l'ai vue pour la première fois Enfin, j'ai dû la voir il y a très longtemps, mais je m'en souvenais plus vraiment. Et je l'ai revue pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ça part d'un souvenir que j'ai en étant enfant, en me retrouvant devant ce qui est l'hôtel Disney, en arrivant dans le parc Disneyland Paris, que je ne sais même pas qui est l'hôtel Disney. Je me retrouve juste devant et je regarde les fenêtres et je me dis... J'ai cette sensation de me dire... Peut-être Michael Jackson est derrière une fenêtre. Et donc ça, c'est resté. Pourquoi Michael Jackson? Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment forcément dans les années 90 la figure du monstre, etc. Enfin, qui d'ailleurs a évolué avec le temps. C'est aussi un autre sujet, mais voilà, le clip Thriller, le clip Ghost, donc Michael Jackson qui fait partie de mon paysage visuel, et donc je garde ce souvenir-là, et voilà, des années plus tard, je décide d'aller investiguer sur ce souvenir. Pourquoi est-ce que ça s'est vraiment produit? Et finalement, c'est cette brèche qui me permet d'aller investiguer ensuite tout le reste autour, et toute l'imagerie autour que ce soit Disney, Michael Jackson, mon rapport à ces figures-là aussi, etc. Donc après, comment tout ça devient le projet Sleeping Beauty? Peut-être tu peux... disons que ça part déjà ça part d'une investigation globale qui se détaille, voilà, sous forme de plusieurs dossiers. Ça c'est une photo du voyage, donc qui était en avril 95 que j'ai fait, où j'ai ce souvenir là.
je commence à investiguer sur ce souvenir qui me pousse à investiguer sur l'hôtel en me demandant est-ce que Michael Jackson a vraiment été là, et puis oui il a été là, donc c'était dans quelle suite, et puis en fait finalement tu commences à voir des portes qui t'amènent à d'autres portes, et donc la porte aussi de manière générale qui t'ouvre vers d'autres mondes, et donc il y a des symboles, je pense, qui viennent faire écho à des choses plus que d'autres, que je garde et que je mets de côté. Mais c'est assez inconscient tout ça finalement. Et dont je décide finalement de m'emparer à un moment, de transformer, de déplacer. Et à chaque fois, ces choses-là, plus de parler des sujets eux-mêmes, c'est quelque chose d'assez personnel. J'essaie plutôt de revenir à des sensations de malaise ou d'inquiétante étrangeté que je pouvais avoir. Et ce sont des totems qui me permettent de faire ça. Donc, tout à coup, après, il y a toujours ce rapport au monstre. Il y a la porte, là, le morceau de porte en question, parce que la porte, c'est quelque chose... Déjà, juste la porte américaine, pour moi, dans l'imaginaire que j'avais enfant, c'était quelque chose d'incroyable. On distinguait vraiment, surtout là où j'habitais, une porte qu'il y avait dans le sud-est de la France et une porte que tu voyais, donc la figure de la porte de chambre, la porte de l'enfance, la porte de l'adolescence, la porte qu'on ferme, la porte qu'on ouvre, qui nous donne accès à des choses qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous faire peur. Il y a énormément de choses que je rattache à ça. Le poster qu'on accroche sur la porte de sa chambre, et donc la porte, c'est le Twilight Zone avec la porte, voilà, c'est quelque chose qui m'a semblé qui était assez important. Qu'est-ce qui se passe derrière la porte de cet hôtel quand les portes sont fermées? Il y a voilà, donc c'est tout à coup, ok, ça marche, ça c'est là. Et puis après c'est un jeu de placement et d'objets tout le temps qui viennent faire écho à des émotions personnelles et en même temps à des symboles très forts qui me restent. La poignée, c'est pareil, quelque chose de très symbolique. En même temps, j'ai été marquée souvent par la poignée dans Home Alone, où quand un des bandits approche sa main et en fait t'as le M de McAllister qui est gravé avec cette poignée qui brûle. Voilà, c'est un objet aussi qui me semblait... c'est des objets que tu peux te déplacer en fait, comme la light switch, pareil, la light switch. Et en fait, l'idée c'était aussi d'aller chercher des objets, notamment la light switch, qui me permettait de faire des ponts vers à la fois Michael Jackson et vers Disney. Par exemple, la light switch... il y avait des light switch personnalisés dans le ranch Neverland. Donc, d'où le choix d'un coup de se dire on va travailler là-dessus. Ça, c'est une photo qui a été prise pendant un des premiers raids, je pense, du FBI dans le ranch de Michael Jackson en 2023. Donc, avec tous ces objets aussi collectés. Donc, d'aller voir aussi, se permettre de faire des ponts entre des objets là-bas et des objets à moi. C'est tout à coup se permettre de rallier aussi l'infiniment loin à l'infiniment proche, quoi. Et peut-être qu'il y avait ce lien justement qui était presque évident entre les photos du ranch de Neverland et Big Apple qui ont comme ça des boiseries, des choses similaires. C'était sans cynisme aucun, la première fois que j'ai vu les photos d'ici, j'ai vraiment pensé à Neverland. Et en fait, tout le bois partout, je me suis dit, ok, il y a un vrai lien aussi dans la matière en fait. Donc en fait, ça se déporte jusqu'au lieu même d'exposition. C'est se permettre de tu vois, comme un jeu de société où tu fais tu vois, ou dans un jeu de cartes où tu mets des cartes ensemble et des pions ensemble. Oui, t'associes des choses. D'association ensemble, tu vois. Et peut-être sur le fait de s'emparer comme ça de différents éléments, que ce soit Disney ou bien Michael Jackson, qui est peut-être la figure ou la personne la plus connue au monde en fait, et qui dans le même temps, ça a été documenté et tout ça, est un prédateur sexuel. Bien sûr. Et du coup, comment tu fais pour... qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Faut savoir que déjà, tu sais, quand j'étais enfant, l'album que j'ai acheté, donc c'était un des premiers, c'était justement l'album où il y a Ghost. Quand j'ai vu cet album dans la main, donc on parle de 97, ma mère ne voulait absolument pas que j'achète ça. Mais parce que déjà, il y avait quelque chose... Michael Jackson, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose d'étrange quand même. Déjà, même moi, en tant qu'enfant, je le ressentais. Je pense que c'est une figure, moi, qui me faisait extrêmement peur, mais en même temps, il y avait ce rapport à voilà, la musique, l'art total, le Neverland. Donc c'est quelque chose d'assez angoissant, finalement. C'est pas une figure, moi, qui me... Quand je m'en empare pour aller retrouver ces sensations de malaise,
et en même temps retrouver des choses de mon enfance. Je m'en empare pas pour le glorifier ou je m'en empare pas pour non plus je suis pas mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, qu'est-ce que je décide d'en faire? Je décide de le rendre totem. En fait, je pense qu'il y a des choses à la fois comme des objets. Quand on sait pas quoi faire des choses qui nous effraient le plus, je pense qu'on peut les charger. On peut s'en servir comme des totems. On peut les charger de choses en nous, ou on peut les utiliser pour aller récupérer d'autres choses. Et dans mon histoire personnelle, dans ma manière de faire, c'est quelque chose qui me permet d'avoir moins peur, je pense. Et c'est la manière dont j'arrive à m'en servir. Quand je prends Michael Jackson, je pense que dans son être à lui, il y a tout le pire et tout le... Tu vois, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et donc c'est plus un outil qui va m'aider à aller comprendre la violence de l'enfance aussi, comprendre des choses, tu vois, mais de moi et de peut-être la génération à laquelle j'appartiens. Enfin, tu vois, après tu peux mais voilà. Donc après, c'est aussi... mais c'est tout l'enjeu, je pense, de ma pratique peut-être parfois, c'est être un peu sur cette corde raide, tu vois, où il faut jamais perdre pied sur ça. Tu peux très vite... Voilà. Oui, c'est des questions d'équilibre. Exactement. Et c'est quelque chose, je pense, qui est dangereux et en même temps qui demande du temps. Et je sais pas si j'y arrive bien, mais c'est quelque chose en même temps qui m'intéresse. D'arriver à comprendre comment j'arrive à réutiliser des choses, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on va vraiment terminer sur ces questions de production où je sais que depuis plusieurs projets, il y a beaucoup de choses que tu fais réaliser par diverses personnes. En l'occurrence, là, c'était Nicolas Do, si je dis pas de bêtises, qui a... Alors, là, c'est Jovien, Jovien Panet, là, qui a fait Alors, Nicolas... Et peut-être pour vraiment finir après sur le rôle d'Encore qui coproduit l'exposition. Comment tu travailles avec eux? Comment se fait leur collaboration? Encore, alors ils ont cette particularité de... Alors, moi je les ai rencontrés il y a 1 ou 2 ans quand j'ai fait l'expo sur Holmes. Ils ont produit des t-shirts. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer des nouvelles manières de montrer, de créer des nouvelles manières d'expérimenter l'exposition ou l'art. Donc en mettant en relation des artistes plasticiens avec des artistes sonores, etc. Et donc ce lien entre la musique, l'art et aussi ce rapport aux produits dérivés qui est assez important dans leur manière de fonctionner, mais de tenter de trouver des nouvelles manières de faire immersion un petit peu. Voilà, et je les ai rencontrés, mais je pense qu'on a un attrait commun pour le cinéma, notamment donc, pour les films, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, parce que moi, il y a cet intérêt pour le produit dérivé aussi dans mon travail, donc jusqu'où l'œuvre dérive et qu'est-ce qui devient produit dérivé, qu'est-ce qui est œuvre, enfin toutes ces questions qui m'intéressent. Et donc là, la manière dont on a travaillé, c'est justement travailler un petit peu. J'aime bien travailler avec plusieurs corps de métier, essayer de m'emparer un peu de projets parfois, alors, quand je peux le faire, mais un peu comme des films, comme on produirait peut-être des films avec des gens qui vont s'occuper du son, de divers corps de métier, d'être un peu dans cette posture un peu de chef d'orchestre. Et voilà, donc encore après en charge la production, mais aussi la curation aussi avec vous. Enfin, il y avait vraiment pas juste de la prod, c'est vraiment une curation, une réflexion aussi sur l'œuvre et sur comment on peut transformer aussi ce rapport, vraiment arriver à trouver aussi, je pense dans ma pratique pour le coup, ce positionnement entre l'œuvre et le produit, voilà, d'aller travailler un peu sur ces questions. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, tout ça, mais... Et à l'avenir, t'imagines de remettre ou mettre les mains... C'est quelque chose que tu as complètement mis derrière toi, le fait de travailler la matière, on va dire Non, pas du tout. Non, je pense que j'aimerais... Là, justement, j'essaie de revenir un peu à ça, mais plutôt dans l'image, pas forcément dans la sculpture. Donc, non. Ouais. Ok. Est-ce que il y a des questions ou des interventions
On va arrêter là alors. En tout cas, merci beaucoup. Merci Clément. Aux gens de Big Apple, on est très contents de t'avoir pour cette première Merci exposition. beaucoup. Merci. Et on va passer au live de Tommy d'ici 10-15 minutes, je pense. C'est notre acte. Merci. Merci.